Vous allez écouter dans un instant une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche le mardi 16 septembre 2025. L'autrice Sarah Chiche, révélée au grand public en 2023 avec Les Alchimies, venait présenter Aimer, son 6e roman, paru aux éditions Julliard. Bonne écoute. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Sarah Chiche. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Alors, on est très heureux et heureuse de vous recevoir. Donc aujourd'hui, on va parler d'un très très beau roman qui est paru en cette rentrée de septembre, un roman qui s'appelle Aimer, édité aux éditions Julliard. Voilà, donc merci beaucoup. Et puis on va essayer de passer un bon moment tous ensemble. Donc Sarah, si je dis pas de bêtises, c'est votre 6e roman. En plus de nombreux essais que vous avez écrits. J'aimerais savoir si pour le coup, pour Aimer, il y avait quelque chose qui s'était imposé à vous, si c'était une idée, un personnage ou simplement une envie, pas forcément parler de pulsion d'écriture, mais est-ce que quelque chose s'est imposé à vous dans l'écriture de ce roman ? Eh bien, disons que j'avais envie de raconter une grande histoire d'amour qui prendrait toute une vie pour se réaliser et donc puiserait aux sources de l'enfance. Et en me proposant de suivre 2 personnages, une fille et un garçon, qui s'opposent en tout point. Donc au départ, il y avait cette idée-là, et que ce soit, contrairement à mes précédents romans, extrêmement chronologique. On les rencontre quand ils ont 9 ans, en 1984, au bord du lac Léman, à Bellevue, à côté de Genève. Et on va les suivre jusqu'à très tard dans leur vie. Pulsion, oui, sans doute, pulsion de vie, peut-être une exigence, c'est-à-dire que, certaines et certains d'entre vous ont peut-être lu mes précédents romans, Les Enténébrés, par exemple, ou Saturne, et si j'ai pu par le passé explorer la noirceur jusqu'à ses tréfonds. Là, il y avait cette exigence d'écrire quelque chose de plus lumineux. Il y avait une certaine appétence pour la gaieté. Disons qu'au malheur des temps, je ne voulais pas ajouter des couches supplémentaires cette fois-ci et montrer que je pouvais écrire tout à fait autre chose. Alors, vous l'avez abordé, c'était une de mes prochaines questions. Vous avez abordé l'enfance. Et moi, en vous lisant et puis en vous relisant, c'est vraiment un des thèmes qui m'a le plus marqué, j'ai l'impression. Alors, je ne sais pas si c'est le thème de votre roman, mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait des pages passionnantes et magnifiques sur l'enfance. En quoi c'est un matériau littéraire qui vous intéresse, l'enfance, aujourd'hui ? Je crois que, pour ma part, quand j'écris, l'enfance est toujours convoquée, l'enfance dans sa plus brûlante sauvagerie, dans ce qu'elle a aussi de rapport à l'idéal, c'est-à-dire les choses sont encore... on peut être un enfant gâté, au sens de gâté, abîmé par les malheurs, les tragédies individuelles ou les tragédies collectives, les guerres, si on a la malchance de naître dans certains pays. Mais pour autant, il y a quelque chose... de pur et d'intact que je voulais explorer. Et quand on rencontre Margot et Alexis dans les années 80, certes, elle surtout est en proie à certains malheurs, mais pour autant, je voulais montrer ce que ça peut être la pureté de ces instants de l'enfance, les jeux, les premiers émois d'un amour qui, bien sûr, n'ose pas dire son nom, mais qu'on appellera amitié ou complicité vibrante, cette pudeur exquise où le frôlement des doigts comme ça devient un royaume, tout un monde, ce que c'est que de se réunir autour de jeux après l'école, la cruauté aussi des cours de récréation. Ça, c'est un truc que moi-même, je n'ai jamais oublié. Je pense qu'on est un certain nombre à ne pas avoir oublié cette cruauté-là, et donc je voulais en faire quelque chose, oui.
Et alors, j'ai eu le sentiment aussi qu'il y avait vraiment une frontière assez marquée entre le monde de l'enfance et le monde des adultes. Parfois une frontière opaque où j'ai eu le sentiment que Margot et Alexis ne pouvaient pas vraiment compter sur les adultes autour d'eux. Et même, il y a une phrase qui m'a vraiment marqué, c'est la maman de Martin. Donc Martin qui est l'ami d'Alexis, si on peut dire ça comme ça. Et à un moment donné, il est question d'un secret. Et sa mère dit à Martin, la mère de Martin lui dit, mais un secret, en fait, les secrets finissent toujours par... Voilà. Non, elle dit qu'une promesse, finalement, c'est une promesse en l'air, parce que les secrets finissent toujours par se savoir. Et moi, je me suis souvenu que pour ma mère, c'était sacré, les promesses. Et là, je me suis dit, tiens, en fait, ces enfants ne peuvent pas compter sur les adultes qui les entourent. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu dire aussi ? Oui, je crois. Je ne l'aurais pas formalisé de façon aussi claire que vous, mais en effet, il s'agissait de montrer comment Margot, sur le versant de la tragédie, dans l'enfance, avec sa mère aussi bien qu'avec Daniel, l'amant de celle-ci, ou Alexis avec ses parents qui, en apparence, ont l'air d'être de merveilleux parents, très équilibrés, elle pharmacienne, lui chercheur, travaillant beaucoup mais aimant vraiment leur fils, ou alors Martin et ses étranges parents, elle musicienne et lui avocat. Comment est-ce que ces trois enfants vont être déçus ? Comment est-ce que l'amour qu'ils ont pour leurs parents va être profondément déçu soit par des comportements outranciers ou dangereux des adultes, soit sans que ce soit forcément spectaculaire, par ces petites déceptions. On s'aperçoit que les parents sont des énigmes, en fait. Les parents nous échappent, les parents ont une vie autre. Par exemple, il y a cette scène où on voit Alexis skier avec son père, et pour lui, son père, à cette époque-là, c'est son héros. C'est un homme... d'une bienveillance, d'une douceur, d'une équanimité totale, qui se maîtrise toujours. C'est lui qui a sauvé Margot de la noyade, n'écoutant que son courage pour se jeter dans le lac et sauver cette petite fille. Et en fait, Alexis, un jour, va s'apercevoir que son père a d'autres vies, des vies qui ne lui sont pas réservées ni à lui ni à sa mère. Et ça va être sa première chute. Oui, la chute d'un idéal, en fait. Et alors, vous venez de l'évoquer, ce sauvetage dans le lac, parce qu'en fait, initialement, Alexis et Margot, a priori, sont deux étrangers l'un pour l'autre. Ils vivent une enfance assez solitaire, comme s'ils étaient tous les deux en attente de quelque chose, en attente que le monde leur envoie, je ne sais pas, un signe, ou qu'il se passe, en tous les cas, quelque chose, jusqu'à un événement qui va les lier. Est-ce qu'on peut raconter cet événement ? Oui, donc nous sommes à l'entrée, à la fin de l'hiver, en 1984, dans cette Suisse fort bien décrite par Fritz Horn dans Mars, la Suisse de la haute bourgeoisie. Donc imaginez des villas splendides, un déjeuner mondain, ce genre de déjeuner où les enfants sont là, mais on n'a pas trop le temps de s'en occuper. Ils servent avant tout d'intermède culturel, c'est-à-dire ils sont formidables quand ils vont montrer toute leur virtuosité au piano, au violon, au violoncelle, mais il ne faut pas trop parler pendant que les adultes, eux, sont préoccupés par leur conversation. Et au cours de ce déjeuner, à la fin, tout à coup, la petite Margot va se lever. Elle va traverser le jardin, tel un automate. Personne ne va remarquer ça. Personne, sauf Alexis, son camarade de classe, qui à l'époque, jusque-là, ne lui avait pas adressé la parole. Je dis camarade de classe, mais en fait, ils étaient dans la même classe, mais ne s'étaient jamais adressé la parole. Et puis, il va apercevoir la petite fille au bout du ponton, se tenir immobile, et l'instant d'après, elle s'est jetée dans le lac, comme on se débarrasse d'un caillou sans valeur. Être stupéfait de ce geste, puis ensuite alerter les adultes. Et c'est là où le père d'Alexis, Henri, n'écoutant que son courage, va plonger dans le lac. On est à la fin de l'hiver, c'est le Léman, il fait quand même assez froid. Mais elle va s'en sortir. Tout le monde va s'empresser de requalifier ça d'accident. Après tout, Margot est une petite fille extrêmement maladroite. Elle a des bleus, elle tombe souvent.
Voilà. Et après, on va découvrir ce qui peut conduire une enfant de 9 ans à ce genre de geste. Et qu'est-ce que ça scelle entre eux, cet événement ? Peut-être que l'amour commence précisément à cet instant, quand on voit l'autre par là où il ne peut pas se voir, quand on devine quelque chose de l'autre, quand on sait. Alexis, à ce savoir, Alexis sait qu'elle n'est pas tombée par hasard. Tacelle aussi quelque chose, au fond les enfants savent tout. Ils savent parfois bien plus que les adultes et ça va sceller entre eux quelque chose d'impact. Oui. Et dès lors, il va vouloir la protéger. Et oui, ça a été très important pour moi de décrire ces scènes d'enfance et de montrer qu'en dépit des tragédies, il y avait de la beauté dans le quotidien minuscule de ces deux enfants. Mais un jour, Margot va disparaître. Sa mère et elle vont quitter la Suisse. On va apprendre qu'elles sont rentrées en France du jour au lendemain. Ce qui va laisser Alexis totalement sidéré, il ne s'y attendait pas. Et à partir de là, on va suivre leur itinéraire respectif, chacun de son côté, des itinéraires radicalement différents. Oui, c'est exactement le sujet que je voulais aborder. Alors ça va peut-être être l'occasion de vous entendre lire un extrait. Donc peut-être d'abord évoquer Alexis, voilà, donc c'est page 134. Alexis qui a suivi un chemin bien particulier, très conformiste. Il va intégrer Polytechnique. Et Alexis a un rapport au monde, on va vous entendre, absolument unique, vraiment régi par les sciences, par les mathématiques. Ouais, voilà, ça jusqu'à la fin du chapitre. Voilà, on vous écoute alors, merci. Donc Alexis a à présent une vingtaine d'années. La première fois que cette barrière oscilla sous la force des vents, ce fut en prépa, une veille de colle. Un camarade du foyer s'était assoupi sur ses équations. Dans la lumière du crépuscule, son profil semblait tracé au fusain. Alexis fut parcouru par cette onde identique à celle qu'il avait submergée autrefois, en présence de Martin. Cette envie irrationnelle de suivre du doigt la ligne de la mâchoire de ce garçon, de toucher la peau pâle de son cou. Il avait reporté son regard sur ses propres mains qui tremblaient légèrement. Alix, il y eut ce professeur de mécanique quantique, 40 ans, une élégance négligée qui n'appartenait qu'aux vrais mathématiciens, un charisme qui tenait à sa façon de faire danser les opérateurs de Schrödinger au tableau. Les autres élèves notaient ses équations. Alexis, lui, collectionnait des fragments. Une démonstration élégante, un geste de la main balayant une hypothèse inutile, la façon dont sa voix s'animait quand il parlait d'espace de Hilbert. Un jour, le professeur l'avait retenu après un TD sur les matrices de spin. Leur regard s'était accroché. Un instant de trop, Alexis avait senti une probabilité vibrer entre eux, mais il avait détourné les yeux, bredouillé une excuse et s'était échappé. Plus tard, de retour dans sa chambre, il avait modélisé l'émotion qu'il venait de ressentir. Le système retourna temporairement à son état d'équilibre initial, la tension potentielle demeurant une variable non résolue dans l'équation de leur relation. L'entropie émotionnelle d'Alexis suivit toutefois une courbe chaotique dans les jours qui suivirent. Ces nuits devinrent un espace vectoriel à n dimensions, peuplé de matrices de regrets et de dérivés d'occasions manquées. Dans ce système complexe, la seule constante demeurait un tensor asymétrique du désir, à la fois indéterminé et pleinement existant. Il fallut se rendre à l'évidence. Les statistiques bayésiennes, si efficaces pour prédire les comportements de masse, échouaient lamentablement devant un pull porté par un individu de sexe masculin d'une beauté supérieure à la moyenne. Alexis était condamné aux amours non euclidiennes, autrement dit, aimé en silence et de loin. Mais passer à l'acte, c'était se risquer à un désordre dont il ne pouvait accepter les imperfections.
Le plaisir charnel lui semblait aussi dangereux qu'une grenade dégoupillée. Les espaces de Hilbert, les matrices hermitiennes, les symétries parfaites de la mécanique quantique, voilà qui étaient propres, élégants, maîtrisables. Et après tout, pourquoi s'exposer à une collision avec le réel quand on peut sublimer toute pulsion dans la pureté d'un théorème ? Alors il se retranchait dans la logique de ses équations mentales, s'interdisant toute déviation de sa trajectoire optimale, fidèle à ce principe qu'il s'était forgé comme un axiome, ne jamais laisser les aléas des sentiments contaminer l'élégance mathématique de sa vie. Merci. On peut dire que c'est un personnage qu'on ne rencontre pas tous les jours dans la littérature. Alors là, effectivement, c'est un passage un peu complexe où, vous comprenez, j'ai joué avec les codes des mathématiques. Voilà, pour montrer à quel point il a beau être charmant, élégant, d'une intelligence supérieure, en fait, il est très inhibé, très peureux, très embarrassé par son corps. C'est vraiment, il faut se représenter un petit garçon, puis un jeune garçon, puis un homme qui vit en permanence en arrière de son corps. Tout ce qui relève de la chair, c'est l'embarras. Pourquoi c'est l'embarras ? Parce que c'est le risque potentiel du chaos, de l'imprévisibilité. Margot est totalement à l'opposé. C'est cela qui m'intéressait, je dirais littérairement et mathématiquement presque, voir comment ils allaient pouvoir se retrouver. Et comment dire cette analogie avec les mathématiques, comment est-ce que ça vous est venu Qu'est-ce qui vous a amusé là-dedans ? Si ça vous a amusé d'ailleurs. Eh bien, je voulais faire... Ah oui, ça m'a beaucoup amusé, d'autant que j'étais prodigieusement nulle en mathématiques quand j'étais enfant. Donc j'ai fait un énorme travail de recherche pour combler ces lacunes. Et je voulais dépeindre un ascète. Et je ne voulais pas du tout faire le portrait d'un homme conquérant, vous voyez, qui serait dans le pouvoir, dans la pleine jouissance de ses moyens. Non, montrer qu'il avait peur, en fait, qu'il avait la trouille et qu'au fond, le refuge dans l'abstraction lui était bien plus facile que la vie dans toute son épaisseur, la vie charnelle. Et par charnelle, je ne parle pas uniquement de sexualité, tant s'en faut, mais voilà, l'expérience sensible de ce que c'est que vivre. Et alors, vous parliez d'esprit conquérant, il va lui falloir un petit peu de courage et de robustesse parce qu'il va quand même se retrouver avec des responsabilités énormes aux États-Unis où il va travailler dans un cabinet de conseil. Et c'est là que vous allez retravailler le scandale des opioïdes aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cet aspect de la vie d'Alexis ? Oui, bien sûr. Alexis arrive donc, là aussi, gros travail de recherche, parce que la fiction n'exclut pas la rigueur. Et donc, il fallait le placer dans les années 2010 à New York, c'est-à-dire le New York qui va préfigurer l'arrivée de Trump, mais où on sent déjà voilà, les prémices du Trumpisme qui, si je puis dire, frétillent. Et donc, il fallait le placer dans cet environnement et j'ai assez vite imaginé qu'il contribuerait malgré lui à ce désastre international qu'est la crise des opioïdes. Je rappelle de quoi il s'agit. Vous savez, quand on a très mal au dos de façon chronique ou mal à la hanche, ou il y a des médicaments a priori formidables. Ce sont des opioïdes, ce sont des médicaments dont certains ont été créés dans les années 90. Vous avez très très mal, vous en prenez, c'est génial, vous n'avez plus mal. Le seul problème, c'est que plus le temps passe, plus vous devez prendre des doses de plus en plus importantes pour ne plus avoir mal. Et que certains de ces médicaments, pas tous, rassurez-vous, mais certains ont eu des effets secondaires dévastateurs. On parle par exemple je vais donner le nom réel, l'oxycodone ou le fentanyl, voilà, qui sont de puissants antidouleurs, mais qui ont pu avoir des effets dévastateurs tels qu'ils ont décimé. Il y a eu des dizaines et des dizaines de milliers de morts aux États-Unis. Il y en a dans tous les pays du monde du fait de ces opioïdes.
Le scandale réside dans ce que un grand cabinet de conseil que je ne nommerai pas ici a aidé ce laboratoire pharmaceutique à bien marketer ces opioïdes. C'est-à-dire que les gens avaient beau mourir ou faire des overdoses par dizaines, par centaines, par milliers, par dizaines de milliers, le dit cabinet de conseil continuait à expliquer au laboratoire pharmaceutique comment bien vendre ses produits. Il allait voir, il missionnait des gens pour aller voir les pharmacies, pour expliquer comment le vendre. Il a même proposé, dans un cynisme absolu, de proposer des ristournes pour les personnes qui avaient été victimes d'overdose, pour qu'elles puissent de nouveau se procurer le médicament. Et donc Alexis, en tant que consultant, se retrouve, mais parmi beaucoup d'autres, à être le vaillant petit soldat de ce scandale des opioïdes, jusqu'au jour... Et puis vous savez, c'est un peu comme pendant les guerres, c'est-à-dire qu'il y a les agents du mal qui savent délibérément qu'ils font le mal et qui en jouissent, et puis il y a aussi les collaborateurs zélés, qui font simplement ce qu'on leur dit de faire, comme on leur dit de faire. Et lui, comme depuis l'enfance, il a toujours obéi. Il a obéi à ses parents. Il a toujours été très bon élève. Et voilà, c'est la suite. Le conformiste, en fait. Oui. Et alors, avant de passer à Margot, parce qu'on va quand même aussi évoquer Margot, qui est un personnage assez fascinant, vous venez d'évoquer le fait que vous aviez eu envie d'ancrer un moment de la vie d'Alexis dans quelque chose de très réel. C'est une chose que vous faites tout le long de votre livre, c'est-à-dire que vous avez à cœur d'ancrer systématiquement la vie de vos personnages dans le réel. Alors on pense à la catastrophe du Concorde dans les années 2000, jusqu'au JO de Paris. En quoi c'est important pour vous vraiment d'ancrer socialement, politiquement, historiquement votre fiction finalement Parce qu'on aime toujours à une époque donnée et dans des lieux, des pays donnés et que l'intime est en permanence ou quasi malaxé, déformé par ce que nous vivons collectivement. Déjà, cela, c'était la première chose. Et puis, la seconde, c'était effectivement pour aussi que mes lecteurs puissent retrouver, c'est vrai, des objets qu'ils avaient eux-mêmes aimés, qui les avaient façonnés, des émissions de télévision, des personnages sympathiques ou antipathiques. Je pense à Balavoine, Bernard Tapie, qui passent comme ça dans le roman. Oui, ou alors des jeux de société, comme Margot et Alexis, enfants, jouent au jeu Simon, qui est un jeu de société qui a eu un très grand succès auprès de cette génération-là d'enfants. Oui, pour moi, c'est important, enfin, le réalisme, la nécessité que ce soit réel, réaliste, vraisemblable, et pas totalement éthéré, même si, voilà, il y a des moments qui sont plus du côté de la prose poétique, peut-être. Ce sont deux choses parfaitement compatibles. Pour moi, oui. En fait, je ne fais pas toujours la différence. Alors là, s'il est vrai que ce qu'a vécu la petite Margot et sa mère, ce qu'elles ont vécu en Suisse, pour ceux qui ont lu mes précédents romans, c'est évident que ça ne sort pas de nulle part. Et puis, il est vrai que dans une vie antérieure, j'étais jeune journaliste stagiaire et je me suis retrouvée à couvrir le crash du Concorde. Ah, c'est vrai ? Oui, ça c'est véridique. 25 juillet 2000, appel à 17h34 et ça... Et vous avez franchi les rues Bayeux oui, aussi ? Oui. Racontez-nous. Vous voulez que je vous raconte moi, ça le crash du m'intéresse. Concorde ? Alors je ne sais pas, peut-être contextualiser, peut-être. Mais... Oui, alors on va retrouver Margot à un moment donné, à la vingtaine. Elle est journaliste stagiaire dans une grande chaîne de télévision et... c'est le plein été et donc, comme il n'y a personne à la rédaction, elle va se retrouver à couvrir le crash du Concorde. Je dis courir parce qu'en effet, ce qui est arrivé, donc, parenthèse réelle, je me suis retrouvée donc avec un caméraman et un preneur de son à aller sur les lieux. Pour moi, c'était à la fois un rêve et un désastre et ce qu'il nous fallait, c'était ramener les premières images du crash. Donc là, vous voyez très bien que l'horreur vient de se produire et
Il y a une espèce d'exaltation, d'excitation mauvaise parce que c'est la course au scoop. Et donc, il faut vous représenter un gros matériel du début des années 2000. Et donc, on s'est retrouvé avec le caméraman et le preneur de son à franchir les champs de maïs quand la nuit est tombée parce qu'on s'est dit que on ne nous verrait pas passer dans les champs pour accéder jusqu'au lieu du crash. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Je me souviens, j'avais des petites chaussures ravissantes que j'avais piquées à ma mère. Et donc, c'est foutu, évidemment, parce qu'on avait de la boue jusque-là. Et puis, on s'est retrouvés dans la nuit, tout près du lieu, avec cette odeur qu'on ne peut pas oublier quand on l'a sentie une fois. C'est une odeur... De métal et de chair brûlée. Et puis, à ce moment-là, on a entendu un aboiement et c'était un chien et la police et on a dû donc courir comme des dératés à travers champs. Le chien sur les talons et puis, mais on avait les images, voilà. Mais okay. Tout ça pour ça, voilà. Vous écoutez Sarah Chiche, invitée à la librairie Ombre Blanche le 16 septembre 2025 autour de son dernier ouvrage, Aimer. Donc, parlons-en justement de Margot. Margot, c'est un personnage qui très tôt va être lectrice. Et très vite aussi, elle va vouloir écrire et elle va écrire. Et justement, l'écriture va la porter toute sa vie, en fait. C'est bien ça? Oui, alors là, une fois encore, je ne voyais pas ce qu'elle pouvait faire d'autre. Au début, je me suis dit, invente, trouve autre chose. Et puis non, je me suis dit qu'au fond, je voulais... raconter ce que c'est que d'avoir été une enfant peut-être assez malmenée par la vie, mais qui trouve son salut notamment dans la beauté de la confrontation à des grands textes de littérature à l'adolescence, et puis qui fait vœu d'écriture. Et parce que je voulais pas du tout pour ce roman être dans le dolorisme, le pathos, la lamentation. Elle est heureuse, même si elle a une adolescence un peu fracassée, elle est très heureuse quand elle découvre Colette, quand elle découvre Bartleby de Melville, quand elle découvre le Grand Maulne. Elle est profondément heureuse. Et puis, elle est heureuse malgré tout quand elle fait ses excursions nocturnes dans les boîtes de nuit. Ses premiers émois, ses premiers émois amoureux. Moins heureuse quand il y a des choses un petit peu âpres qui se passent, mais voilà. On va peut-être vous écouter de nouveau une dernière fois, justement pour peut-être un petit peu plus rentrer dans ce personnage de Margot, savoir qui elle est. Donc là, Margot a la cinquantaine, et c'était très important pour moi de raconter la solitude heureuse des femmes qui, à la cinquantaine... Les enfants ont grandi, il y a peut-être eu un compagnon ou une compagne, mais enfin là on se retrouve seul, parfaitement seul, et puis en fait c'est pas si mal. Et on n'a plus du tout envie de s'embarrasser de la conjugalité. Parce que qu'est-ce qu'on est bien, on en dîne quand on veut, on fait ce qu'on veut. C'est dur après de renoncer à cette liberté-là. Donc c'est juste avant qu'elle retrouve... c'est juste avant qu'elle retrouve Alexis, où elle s'est recomposée une petite vie très sympathique. Sa première victoire d'indépendance fut un meuble Ikea monté sans l'aide de quiconque. Triomphe dérisoire qui l'avait fait pleurer, photographier l'œuvre, l'envoyer tel un trophée aux amis complices. Depuis, Margot s'était forgé un arsenal de compétences. Déboucher un évier toute seule, porter des valises de 20 kilos jusqu'au 4e étage sans ascenseur, déjouer les avances de livreur au regard torve en criant à ses murs « Chérie, c'est le livreur, je vais lui ouvrir et je reviens !» et avait découvert les joies de la garde alternée. Les semaines avec sa fille se déployaient en gâteaux au chocolat ratés,
mais dévorée avec la ferveur des derniers sacrilèges, et soirée pyjama où une meute d'adolescentes transformait le salon en campement de réfugiés émotionnels. Margot contemplait Chloé traverser cet âge où l'on veut fuir sa mère avec la même intensité avec laquelle on la suppliait naguère de vérifier l'absence de monstres sous le lit. Un âge où le « tu peux pas comprendre ma vie » du matin se métamorphosait invariablement le soir venu en « Maman, tu peux venir me faire un câlin ?» Ces deux extrêmes entre lesquels aussi les adolescentes qui ont la chance d'en avoir une d'adolescence, certaines que leur drame est unique, alors qu'elles ne font que rejouer avec l'application des débutantes une des plus vieilles pièces du répertoire humain. Les semaines sans sa fille devenaient ces territoires sauvages. L'écriture y régnait tyrannique. Les cinémas l'absorbaient dans leur velours sombre, les cafés comme autant de ports mystérieux. Elle s'adonnait aux rencontres de hasard, alternant entre les périodes de frénésie sexuelle et d'abstinence parfaitement joyeuse. Elle vivait selon les lois du strict nécessaire, le sommeil quand il s'imposait, la nourriture quand le corps l'exigeait, les amis quand ils avaient besoin d'elle. Une fois qu'on a goûté à ce genre de liberté, il devient ardu d'y renoncer. Le bonheur conjugal, un leurre. La lèpre de mensonges qu'on s'écrit, cette douce épidémie de tromperie que l'on se murmure avant de se dépouiller de ses vêtements et de sa fierté pour se renifler le derrière, ce petit chahut d'hormones qui entraîne des Annas à se jeter sous un train, des Werther à se tirer une balle dans la tête, c'était fini pour elle. Il est criminel d'enfermer dans un clapier des gens qui se sont émerveillés de leur goût commun. Au bout d'un temps, ces mêmes êtres ne partagent plus qu'une poignée d'enfants, des souvenirs et des factures. Les silences amers, les injures, les disputes suivies de raccommodements comiques dans l'alcôve. Un soir, on s'endort à côté d'un corps indifférent, dans une sorte de brouillard, en ne se souvenant plus des raisons pour lesquelles on l'a aimé. Ces défaites l'avaient fait pleurer. À présent, elle en riait, attendant que tombe le rideau final avec une curiosité amusée. Elle avait été riche, et elle en avait eu honte, puis pauvre, et elle en avait eu honte aussi. Parfois, elle avait été merveilleusement heureuse. Comme elle aimait à le dire, avec un sourire en coin à qui voulait l'entendre, tout relève d'une discipline de l'esprit à laquelle le corps finit par adhérer. Et si la vie est une farce, autant jouer le dernier acte en choisissant soi-même sa porte de sortie pour s'éjecter du jeu avec élégance. Il est bon d'avoir de l'expérience, mais l'excès d'expérience nous tue. On verra bien quand. Merci. On peut difficilement faire plus différent d'Alexis. Il est vrai. Alors, il y a encore pas mal de choses que j'aimerais aborder. Je vais essayer de faire du tri, savoir ce qui est le plus important. À vous lire, il y a une idée que j'ai bien aimée, c'est que vous posez un petit peu sans cesse la question de savoir ce qui aurait pu arriver si. Par exemple, si Alexis avait eu le courage d'être quelqu'un d'autre, par exemple. Moi, ça m'a fait penser à un roman de Paul Auster qui s'appelle 4-3-2-1, où il imagine des variantes de la vie d'un seul et même personnage. Et en fait, en vous lisant, j'ai l'impression que vous nous invitez aussi à nous demander sans cesse ce qui aurait pu advenir si. Et ça se traduit par quelque chose que j'ai trouvé assez chouette dans l'écriture de messages, de mails que les personnages vont écrire, mais des choses d'une importance parfois capitale, et puis qu'ils vont effacer d'un coup. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous a amusé, ça, sans cesse de questionner le « et si » Oui, en me servant de cette technologie contemporaine des messages écrits soit par texto, soit par WhatsApp ou soit par mail, bon, c'est selon. Et vous savez, ces messages dont on sent qu'ils pourraient peut-être changer le cours d'une vie. Et puis on les écrit et puis finalement on ne les envoie pas. Bon, en l'occurrence, c'est entre Margot et Alexis ou Alexis et Margot, mais ça peut arriver aussi parfois entre les parents ou les enfants et les parents, ou à son patron, enfin tout un tas de choses on sent qu'on devrait les faire et puis finalement on ne va pas oser les faire.
Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quelle autre forme de vie va se déplier? Et si on avait eu le courage? Et si on avait osé son beau risque? Que serait-il advenu? Et en fait, oui, techniquement, c'est pas parce que Margot et Alexis vont se retrouver à la cinquantaine que tout va être simple entre eux. On peut être techniquement libre, c'est-à-dire avoir divorcé d'un côté, être célibataire de l'autre, et pour autant être embarrassé par tout un tas de choses. Alexis est, par exemple, le fils d'un père devenu très vieux et très malade, atteint d'une maladie de Charcot. Qu'est-ce que c'est quand vous êtes un aidant au quotidien? Quand c'est un sacerdoce pour vous que de s'occuper d'un parent qui a perdu toute autonomie, est-ce que vous avez encore de la place dans votre vie, dans votre tête pour la gaieté, l'insouciance, le badinage? Pas facile. Margot, qui a vécu sur le plan de la conjugalité tout un tas de choses, et dans ses rencontres avec les hommes tout un tas de choses, certaines heureuses, d'autres franchement moins. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle n'avait pas du tout envie de s'embarrasser de cela. Donc en fait, voilà, ce n'est pas parce que techniquement, qu'est-ce que c'est qu'être libre? L'est-on jamais? Et est-ce qu'il n'y a pas tout un tas de petites choses qui nous aliènent? Sans parler de la violence des temps qui donne peut-être... Alors c'est drôle parce qu'il y a certaines personnes, ça leur donne pas du tout envie de risquer. Ils vont se pelotonner dans leur quotidien, et d'autres, au contraire, vont se dire « Ah ben puisque tout fout le camp tout autour, j'y vais ». Et à cet égard, ils sont très différents tous les deux. Est-ce que ça dit quelque chose de votre manière d'écrire, vous, Sarah Chiche, le fait d'écrire puis d'effacer C'est une très belle question. Je suis très perfectionniste, oui, et très hantée par trouver la phrase juste, l'énonciation juste. Donc, oui, il m'arrive d'effacer, mais surtout, je passe des dizaines et des dizaines de couches successives sur le texte. Oui, oui. Et à vous lire dans ce texte, moi j'ai eu la sensation de courir un marathon, mais à la vitesse d'un sprinter. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'écriture alors on peut dire ciselé, mais quelque chose de très... ça va très vite. Il y a un rythme fou, je trouve, à vous lire. Comment est-ce que c'est né chez vous, cette manière de raconter les choses, d'aller peut-être à 1000 à l'heure, mais c'est un plaisir de lecture absolument fou. Hein, C'était la volonté pour ce texte-ci de montrer que je pouvais écrire différemment, dépouiller mes phrases d'un certain lyrisme, même s'il y en a peut-être encore, mais voilà, et que ça aille vite, l'épaisseur d'une vie, l'épaisseur du temps. Ce qui n'empêche pas de s'installer dans la complexité des sentiments des personnages, mais vous l'avez peut-être noté, plus on avance dans le roman, plus ça s'accélère. Ouais, et ça, c'était tout à fait voulu. C'est pas parce que j'en avais marre et qu'à la fin, j'avais envie de me débarrasser du texte, pas du tout. Je voulais que ça aille de plus en plus vite, mais peut-être aussi à l'image de la perception qu'on a du temps. Quand on est enfant, c'est interminable l'enfance. Qu'est-ce que c'est long. Et puis, plus on vieillit, mon Dieu, plus ça passe vite. Hein, de plus en plus vite. C'est terrible. Donc, il y avait de ça aussi. Et alors, quelque chose aussi qui m'a un petit peu marqué, vous parlez des écrivains et vous dites que ce sont des monstres d'égoïsme. Et vous dites aussi une phrase, alors peut-être vous voulez réagir là-dessus, mais ensuite vous dites carrément que pour les écrivains, chaque mot accordé au vivant est un mot volé au fantôme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que quand vous avez fait vœu d'écriture, arrive toujours un moment où... Sans être dans une posture romantique en toc à l'excès, hein, mais arrive toujours un moment où vous préférez être auprès de vos phrases chéries, de vos personnages adorés. Mais pendant ce temps, la vie quotidienne continue. Il y a les courses à faire, il y a le dîner à préparer, il y a les enfants dont il faut s'occuper, il y a un conjoint ou une compagne. Il y a le boulot, il y a les impératifs triviaux et ô combien nécessaires du quotidien. Il y a les interactions avec les amis aussi. Il y a les demandes d'amour de tout un chacun.
Et en fait, arrive un moment où... enfin, c'est quelque chose que j'ai pu, je le confesse, ressentir très souvent et que je ressens encore. Les moments où on préfère écrire plus que tout, ou lire plus que tout, plus que toute autre chose. Ce qui est quand même... C'est pour ça que je disais que les écrivains sont des monstres d'égoïsme et qu'on peut être un peu des vampires. On bouffe le monde, on bouffe le langage des autres, les couleurs du monde, et puis après on se retranche dans sa parfaite solitude. C'est moche parfois pour les autres. Vous écrivez, pardon. Allô, vous écrivez tout le temps, Sarah Chiche ? Non, il y a des périodes où je n'écris pas. Enfin, j'écris tout le temps dans ma tête. Il y a un texte intérieur, c'est vrai, qui se déploie. Je ne dirais pas en permanence parce que sinon ce serait épuisant, ça ferait trop de bruit, mais il y a des moments où c'est... Mais oui, tout de même. Et puis, arrive un moment où il faut y aller et où là, c'est tout le temps. C'est-à-dire de 4h du matin jusqu'à ce que je sois très, très fatiguée. À partir de 4h du matin ? Oui. Ah oui, d'accord. Oui. Oui, avec beaucoup de café. C'est une drôle d'heure pour commencer à écrire. C'est-à-dire que quand je suis en phase d'écriture, je suis réveillée par le texte. Je m'extirpe. Bon, allez, le temps d'avoir bu suffisamment de café, on va dire réveil 4h, mise en route 4h30, oui. Mais voilà. Bon, j'ai encore quelques questions. Peut-être dans le public, si quelqu'un parmi vous a envie de poser une question à Sarah Chiche ou simplement peut-être faire une réflexion, c'est possible, je peux passer le micro, donc n'hésitez pas à me solliciter, à lever la main. Vous aurez aussi peut-être après l'occasion d'échanger rapidement avec Sarah si vous le souhaitez. Voilà, je vais encore poser une ou deux questions, mais n'hésitez pas à me faire signe, j'observe. J'aurais bien aimé vous entendre sur la lecture justement, parce que Margot est une lectrice, vous l'avez évoqué, ça a beaucoup forcément marqué son parcours d'écrivaine. Quelle lectrice vous êtes, ou est-ce qu'il y a des œuvres, des auteurs, des autrices qui vous ont vraiment fondamentalement inspiré ou alors marqué Là, oui, il y en a tellement. Vous en citez beaucoup dans le texte, vous citez oui. Thomas Bernhard, vous citez Yourcenar, vous citez... Oui, oui, bien sûr. Marguerite Yourcenar de l'œuvre noire et des mémoires d'Adrien. C'est une styliste indépassable. Et puis, quelle vie, quel panache, découverte à l'adolescence. Et puis même, si Alexis s'appelle Alexis, c'est aussi en hommage un des personnages de Yourcenar. Et Thomas Bernhard aussi, pour sa causticité, sa férocité autrichienne, des arbres à abattre, ce ressassement perpétuel. Là, c'est une phrase absolument interminable, une phrase de colère, une phrase de haine, mais en même temps diablement maîtrisée. Fernando Pessoa, le livre de l'intranquillité, pour cette si belle mélancolie. Et qu'est-ce que c'est que le sentiment d'être non pas un autre, mais mille autres, et au fond, parce qu'on est mille autres, on est personne. Oui, et puis plein de lectures d'adolescence. Le Grand Maulne, par exemple... Je garde toujours un souvenir émerveillé de cette fête nocturne. J'ai jamais lu un truc pareil, j'ai jamais relu un truc pareil depuis. Qu'est-ce que c'est que cette fête costumée comme ça, cette échappée bucolique ahurissante, et j'en oublie Ah oui, Bartleby de Melville aussi, bien sûr. Je préférerais ne pas. Oui, on l'a pas évoqué, mais effectivement. C'est qu'Alexis va répéter à un moment donné. Je préférerais ne pas. Est-ce que c'est... là, l'expression de la plus grande liberté possible, la plus grande insurrection, ou est-ce que c'est vraiment la mélancolie poussée à sa plus grande radicalité? Parce que je préférerais ne pas, chez Bartleby, au départ, c'est non, je ne vais pas faire ce que vous me demandez de faire, et puis à la fin, c'est je préférerais ne pas m'alimenter, je préférerais ne pas... issue fatale, bien sûr, mais quel texte énigmatique. Et enfin, je me demandais, vous écrivez donc des romans, mais vous écrivez aussi des essais. Oui. Qu'est-ce que la fiction vous permet, que l'essai ne vous permet pas, ou vice-versa? Comment est-ce que
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le rapport que vous avez justement à la fois à la fiction et à la fois à l'écriture plus universitaire? Alors, c'est drôle que vous me posiez la question parce que j'en parle avec mon éditeur et oui, il n'est pas exclu que je revienne temporairement à l'écriture d'essais parce que j'aime bien tout de même cette contrainte-là. C'est une autre écriture beaucoup plus qui nécessite d'être armée sur le plan théorique, qui nécessite... le roman aussi, mais il y a moins de liberté dans l'essai. Disons qu'il y a plus de contraintes dans le squelette du texte, du livre. Et puis, il y a tout cet appareil de note critique. Enfin, il faut être extrêmement rigoureux. La fiction, même si elle n'exclut pas la rigueur, je l'ai dit, peut permettre plus de liberté, plus d'amusement, plus de joie. On peut être pas mécontent à certains moments quand on écrit un essai, on se dit ah là j'ai peut-être mis le doigt sur quelque chose, c'est peut-être correct, là j'ai peut-être trouvé sur le plan théorique une piste pas inintéressante, mais ça n'a rien à voir avec la joie profonde que l'on peut ressentir dans l'écriture de romans. J'ai besoin des deux, je crois. Écoutez, on va finir là-dessus s'il n'y a pas de remarques dans le public. Merci beaucoup, merci infiniment Sarah Chiche. Merci à vous. Merci à vous aussi public. Je pense qu'on peut applaudir Sarah. Merci. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques à venir me voir après. Les Enténébrés de Sarah Chiche, paru au Seuil en 2019, lui a valu le prix de la Closerie des Lilas. Elle a fait aussi paraître Saturne aux éditions du Seuil en 2020 et, toujours aux éditions du Seuil, Les Alchimies en 2023. Son dernier ouvrage, Aimé, est donc paru aux éditions Julliard. Vous venez de l'écouter en rencontre à la librairie Ombre Blanche le 16 septembre 2025. Une rencontre enregistrée et mise en onde par Radio avec la collaboration de Radio Plus et Radio Terre.